La petite maison de Maplewood Street, autrefois un refuge de banlieue, semblait désormais enveloppée d'un épais et oppressant voile de silence. Le soleil matinal, qui jadis caressait les carreaux de la cuisine d'une chaleur accueillante, semblait incapable de pénétrer l'atmosphère glaciale qui s'était installée depuis la déclaration d'Anna, 4 ans. Papa est sous le plancher de la cuisine. La voix de la petite fille, un murmure presque inaudible, portait une vérité si brutale qu'elle glaça l'air du commissariat. Le chef Mark Rivers, un homme forgé par des années d'enquête, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il regarda Frances Davis, la voisine qui avait amené Anna pour signaler la disparition de Julian Grant, le mari de Martha. Le visage de Frances était pâle, un mélange de peur et de désespoir. La petite, elle a dit quelque chose d'étrange. Vous devez l'entendre, avait supplié Frances d'une voix urgente. Mark se pencha, son expression s'adoucissant en s'adressant à l'enfant. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?»« Je suis Anna, » répondit la petite fille, ses grands yeux sombres tremblant légèrement. « Sais-tu où est parti ton papa ?» demanda-t-il gentiment. La réponse d'Anna, livrée avec l'innocence cruelle de l'enfance, déclencherait une série d'événements qui mettraient au jour un crime odieux. Papa est sous le plancher de la cuisine, là où les carreaux sont plus clairs. Papa est très froid et effrayant. Le silence qui suivit fut assourdissant, brisé seulement par le raclement de gorge étouffé d'un jeune officier tentant de dissimuler un frisson. Mark fit immédiatement signe au lieutenant Richard Monroe. « Monroe, appelle Martha Grant. Je veux qu'elle vienne au poste. Et monte une équipe d'enquête préliminaire. Je veux que cette scène soit vérifiée en moins de 30 minutes. » Martha Grant arriva au commissariat plus calme que Mark ne l'avait prévu. Ses yeux étaient secs et sa posture, bien que fatiguée, ne montrait ni la panique ni la tristesse que l'on attendrait d'une épouse dont le mari avait disparu. Elle portait une blouse blanche impeccable et un pantalon noir, les cheveux coiffés, un masque de normalité qui contrastait avec l'angoisse silencieuse qui la précédait. « J'ai déjà dit, » déclara calmement Martha, « mon mari Julian a l'habitude de disparaître quelques jours sans prévenir. Ce n'est pas la première fois. » Mark l'observa attentivement, sans détourner le regard. « Vous n'avez rien trouvé d'anormal cette fois-ci » demanda-t-il. Martha haussa les épaules. « Non. J'ai imaginé qu'il reviendrait comme il le fait toujours. » Richard, qui se tenait aux côtés de Mark, intervint. « Mais les voisins ont dit qu'ils avaient entendu des disputes et des objets se briser cette nuit-là. » Martha le fixa, lâchant un soupir exaspéré. « Nous avons eu une dispute, mais qui ne se dispute pas dans un mariage ?» Mark hocha la tête, le calme dans son ton inébranlable. « Et vous avez récemment rénové le sol de la cuisine ?» Il y eut une légère, presque imperceptible, pause avant que Martha ne réponde. « J'ai refait le sol parce qu'il y avait de la moisissure. Je l'ai fait toute seule. » La surprise de Mark fut évidente. « Vous avez refait le carrelage vous-même ?»« Oui, » répondit rapidement Martha, presque avec une promptitude excessive. « J'ai regardé des tutoriels en ligne. » Richard sortit une clé USB, les yeux fixés sur Martha. « Votre voisin, monsieur Ernest Morgan, a une caméra de sécurité. Il nous a fourni des images vous montrant transportant Anna hors de la maison vers 3 heures du matin et revenant seul avec un sac de matériaux de construction. Voudriez-vous nous expliquer, Martha ?» Martha se mordit la lèvre, la tension augmentant dans sa mâchoire. « Je ne voulais pas qu'Anna respire la moisissure. Je l'ai emmenée chez une amie. Quant aux matériaux, je voulais réparer la maison moi-même. » Mark haussa un sourcil, ses yeux bleus scrutateurs. Pas de reçu pour les matériaux, pas d'entrepreneur, pas de déclaration officielle de réparation. Et la petite dit que son père est sous les carreaux de la cuisine. Quelle coïncidence! Martha serra les poings, sa voix montant d'un ton. « Vous m'accusez d'avoir tué mon mari ?» Mark répondit calmement, la voix ferme et inébranlable. « Nous n'accusons personne. Nous posons des questions, et vos réponses ne semblent pas concorder. » Martha, dans un accès de frustration, se tourna soudain vers Richard. « Vous êtes un enquêteur, mais savez-vous quelque chose sur un mariage malheureux? Saviez-vous que Julian me battait ?» Mark la coupa. « Avez-vous des preuves? Des dossiers médicaux, des visites à l'hôpital, des rapports de police ?» Martha resta silencieuse quelques secondes, puis expira brusquement. « Je ne suis pas allé à l'hôpital. J'ai enduré. » Richard inclina légèrement la tête vers Mark et murmura « Nous avons besoin d'un mandat de perquisition d'urgence. L'odeur de ciment est encore fraîche. » Mark hocha la tête. « Commencez la paperasse. Je veux que la police scientifique soit là dès le matin. » Le lendemain matin, les policiers convergèrent vers la petite maison au bout de Maplewood Street. Lisa Parker, la principale policière scientifique, une femme froide mais expérimentée et professionnelle,
s'agenouilla et renifla les carreaux fraîchement posés. Le ciment sent encore frais, il n'est pas complètement sec. Il y a quelque chose en dessous, déclara-t-elle, se tournant vers un autre technicien. Commencez le forage dans la zone avec une différence de couleur. Martha était maintenue dans le salon, surveillée par 2 policiers. Anna n'était pas présente. Francis l'avait emmenée chez ses grands-parents, comme demandé par Marc. Lisa supervisa le forage, couche par couche, en commençant par les carreaux de couleur plus claire. Le son de la perceuse résonna dans l'air lourd. Environ 30 minutes plus tard, la première couche de carreaux fut retirée. Sous le mortier gris, un morceau de tissu sombre commença à apparaître. Lisa arrêta le technicien. Doucement. Utilisez vos mains pour le reste. À l'aide de gants, ils nettoyèrent délicatement le ciment. Un jeune officier haleta. Oh mon Dieu! Un pied humain émergea, bleu pâle et raide. Marc s'avança, observant en silence quelques instants avant de se tourner vers Martha. Qu'aimeriez-vous dire, Martha? Martha ne répondit pas. Elle tourna son visage, le masque de calme commençant enfin à se fissurer, révélant une froideur alarmante. La voix de Lisa était grave. Corps masculin, entièrement enveloppé dans du tissu. Sang séché sur la tête. Traumatisme contondant. Richard prit des photos de la scène, puis s'accroupit pour ramasser un petit objet cassé à côté du corps. C'est un téléphone cassé, mais nous pouvons récupérer des données. Marc plissa les yeux. Faites-le. Envoyez-le à un autre technicien. Un officier courut dehors et vomit. Lisa ne commenta pas. Tout le monde n'est pas fait pour la mort, dit-elle, sa voix monocorde. Marc regarda le corps, les yeux toujours ouverts, les poings serrés comme s'il avait lutté jusqu'à son dernier souffle. Il se retourna et regarda la maison silencieuse, les rideaux flottant dans la légère brise. Ce n'est pas une disparition, ce n'est pas un accident, c'est un meurtre prémédité, déclara-t-il se tournant vers Richard. Arrêtez Martha Grant et gardez-la en détention, section 142, suspicion de meurtre et de dissimulation de corps. Richard s'avança et lui lut ses droits. Madame Martha Grant, vous êtes arrêtée pour suspicion de meurtre. Vous avez le droit de garder le silence. Martha ricana amèrement. Vous savez combien d'années j'ai vécu en silence? Marc répondit clairement. Eh bien, personne n'a plus besoin de silence. Le cliquetis des menottes résonna dans la pièce poussiéreuse de ciment. Martha ne résista pas. Elle regarda simplement les carreaux maintenant enlevés, où le corps de son mari venait d'être découvert, son regard vide, comme si elle n'avait plus rien à quoi se raccrocher. Dans le transport de retour au centre de détention, Richard regarda dans le rétroviseur. Martha était immobile comme une statue. Il se dit, certains commettent des crimes dans un accès de rage, mais d'autres, comme Martha, semblent avoir orchestré une tragédie. De retour au poste, Marc convoqua une réunion d'urgence. Étaient présents l'équipe médico-légale, les techniciens de récupération de données et la procureure Rose Martin, une femme affûtée aux yeux perçants. Lisa Parker parla la première. La victime, Julian Grant, est décédée d'un traumatisme crânien contondant à l'arrière de la tête. Aucun signe de blessure défensive, pas de sang sur le site de l'enterrement, ce qui indique que le corps a été déplacé avant d'être enterré. Marc hocha la tête. Meurtre clairement prémédité. Rose croisa les mains. Mais pour une accusation solide, il nous faut toutes les pièces du puzzle. Mobile, chronologie, preuves physiques. La petite Anna est la clé, mais les paroles d'un enfant ne suffisent pas. Nous avons besoin de plus. Un jeune officier de technologie, Stephen Harris, se leva et présenta les données récupérées du téléphone cassé. La majeure partie de la mémoire est partie, mais quelques textes ont survécu avant qu'ils ne s'éteignent. Il projeta les messages sur l'écran. Une chaîne de textes entre Julian et Martha. Julian, Martha, je n'en peux plus. Je demanderai le divorce la semaine prochaine. Martha, si tu me quittes, je te ferai disparaître. Julian, ne deviens pas folle. Pense à Anna. Martha, Anna ira bien sans toi. Elle et moi vivrons mieux. Un lourd silence tomba sur la pièce. Rose fronça les sourcils. C'est suffisant pour prouver le mobile. Marc fit signe à Richard de renvoyer l'équipe d'enquête à la maison de Martha. Chercher des documents de propriété, des documents de prêt, tout ce qui montre un mobile financier. 2 heures plus tard, Richard revint avec une boîte de documents. Il sortit une pile. C'est l'acte de propriété. Julian était le seul propriétaire. Nous avons trouvé des preuves que Martha essayait de transférer la propriété en alléguant qu'il était disparu. Il sortit une autre liasse. Ce sont des reçus de prêt de près de 240 000 $, empruntés à Julian sous le prétexte d'un petit investissement commercial personnel. Aucun remboursement n'a été effectué.
Marc regarda Rose. Ajoutez le mobile financier à la menace sur les lieux. C'est plus que suffisant. Nous n'avons pas encore fini, ajouta Richard. Nous avons découvert des messages privés fréquents entre Martha et un homme nommé Samuel Brooks sur les réseaux sociaux. Marc frappa la table. Je veux parler à cet homme. Cet après-midi-là, Samuel Brooks, un homme grand aux cheveux bien coiffés et à la chemise sombre, fut emmené dans la salle d'interrogatoire. Il semblait nerveux, les yeux furetant de partout. « Comment connaissez-vous Martha Grant ?» demanda directement Rose. Samuel déglutit. « Nous nous sommes rencontrés dans un groupe d'investissement. Nous avons discuté en ligne. Nous nous sommes rencontrés quelques fois. Étiez-vous impliqué romantiquement avec elle ?» demanda Marc. Samuel hésita. « J'avais des sentiments, mais rien. D'impropre n'est arrivé. Elle disait toujours que son mari était terrible et qu'elle en avait marre d'être contrôlée. A-t-elle déjà parlé de lui faire du mal ?» demanda Richard. Samuel prit une profonde inspiration. Une fois, elle a dit « Je voudrais juste qu'il disparaisse, mais j'ai pensé que c'était juste un coup de gueule. » Rose répéta les mots. « Pensez-vous que Martha est impulsive ?» Samuel resta silencieux. « Non, elle est plus calculatrice que je ne le pensais. » Pendant ce temps, chez la mère de Carole Julian, la petite Anna était assise près de la fenêtre, dessinant. Carole posa un verre de lait à côté d'elle. « Que dessines-tu, ma chérie ?» demanda-t-elle gentiment. Anna désigna le papier, une figure humaine allongée sous un plancher carrelé, entourée de carreaux empilés. « C'est papa, il est en dessous. » Carole serra le bord de la table, sa voix tremblante. « Qui t'a raconté ça ?»« J'ai entendu, » dit Anna, toujours concentrée sur son dessin. « Maman avait une grande casserole. Papa a dit non, et elle l'a frappé fort. Puis papa a arrêté de parler. » Carole frissonna, essayant de garder son calme. « Et puis, qu'a dit maman ? Ne le dis à personne. Si tu le fais, notre famille va se briser. » Carole se cacha le visage dans les mains, des larmes coulant sur ses joues. Dans la salle d'interrogatoire, Rose conclut « Martha n'a pas seulement tué quelqu'un. Elle a mis en scène une fausse réparation de maison et créé un faux alibi en éloignant l'enfant et a ordonné à la petite fille de se taire, ce qui rend ce crime encore plus grave. » Marc hocha la tête. « Je recommande des accusations de meurtre prémédité, de dissimulation de corps et de manipulation d'un mineur pour qu'il ne témoigne pas. Elle doit faire face à toutes les conséquences, » ajouta Richard. « Pas seulement pour Julian, mais pour Anna. Cet enfant a vécu dans le mensonge et la violence depuis l'âge de 4 ans. » Rose regarda sa montre. « Préparez-vous pour l'audience préliminaire. Je veux toutes les preuves organisées. Et rappelez-vous, les mots d'Anna peuvent ne pas être recevables comme témoignage formel, mais ils sont la goupille de sécurité émotionnelle. » Marc, élevant sa voix sombre, dit « Nous ne cherchons pas seulement la justice pour les morts. Nous essayons de sauver une âme vivante, une âme déjà marquée. » Sur le chemin du retour vers la maison de Carole, Francis demanda doucement « Pensez-vous qu'Anna comprend vraiment tout ?» Carole secoua la tête, les yeux rouges. « C'est juste une enfant, mais le plus triste, c'est quand un enfant comprend trop et que personne ne la laisse parler. » Francis s'étrangla. « Je n'ai jamais vu un enfant aussi calme et en même temps si plein de douleur. Quand Anna a dit « Papa a froid », j'en ai eu des frissons. » Carole serra la main de Francis. « Je protégerai cet enfant, quoi qu'il arrive. » Cette nuit-là, Marc examina le dossier de l'affaire. Il ouvrit une photo d'Anna dessinant à la fenêtre. Son visage était étrangement sérieux pour son âge. Il soupira. « Certaines personnes enterrent un corps après avoir tué, » murmura-t-il. « Certaines enterrent toute l'enfance de leurs enfants. » Il regarda par la fenêtre du poste, la faible lumière de la nuit se répandant sur Maplewood Street. Demain, l'affaire serait officiellement transmise à l'accusation. Le ciment avait séché, mais le sang ne disparaîtrait jamais. Le lendemain matin, sous la lumière froide et perçante du soleil de la banlieue de l'Illinois, l'équipe médico-légale et la police tactique se rassemblèrent autour de la maison au 17 Maplewood Street. Autrefois une résidence tranquille, la maison était maintenant entourée de rubans jaunes, des voisins curieux chuchotant derrière les rideaux et une file de véhicules de service garés le long de la rue étroite. Lisa Parker, l'enquêtrice médico-légale en chef, ajusta ses gants en caoutchouc, ses yeux d'acier examinant le sol de la cuisine. Elle fit signe à 2 membres de l'équipe de commencer à percer la zone récemment carrelée. Une partie du sol avait été examinée la veille, mais cette fois-ci, ils allèrent démolir toute la base de ciment de 40 cm d'épaisseur à l'endroit exact où Anna avait pointé du doigt. La scie grinça fortement, les carreaux brisés en éclats. Une odeur âcre et piquante commença à monter du dessous, épaississant l'air.
Le détective Richard Monroe se pinça le nez et recula d'un pas. Odeur de décomposition, confirma Lisa, sa voix toujours ferme. Tout le monde recule. L'équipe des matières dangereuses se déplace. Le technologue médico-légal Thomas Daniels glissa un pied de biche sur le bord du ciment. En 10 minutes, la terre humide commença à apparaître. « Doucement », prévint Lisa. « Nous avons des signes d'un objet enterré, creusé à la main. » Le grattement des petites pelles résonna dans le silence. Couche par couche, la fine saleté fut soulevée. La sueur coulait sur le visage de Thomas, bien qu'il ne fasse que 18 degrés à l'intérieur de la maison. Soudain, il se figea, sa main tremblant. « Il y a quelque chose ici, j'ai touché du tissu. » Lisa se pencha immédiatement, éclairant le sol avec sa lampe de poche. « Arrêtez. Nettoyez la saleté autour avec précaution. » Tout le monde semblait retenir son souffle. Après près de 10 minutes de fouilles minutieuses, le bord d'un grand sac de toile de jute apparut. Il était sombre, froissé et taché de taches rouges profondes qui ressemblaient à du sang séché. Richard recula et tendit la main, la posant instinctivement sur son arme dans son étui, bien qu'il sût que rien de vivant ne restait sous cette terre. « Prélevez un échantillon de tissu. Ouvrez le sac », dit Lisa d'une voix basse mais ferme. Lorsque la fermeture éclair fut ouverte, une vague d'air putride explosa. Thomas se retourna et vomit violemment dans le coin de la cuisine. Un autre policier se couvrit la bouche avec la main, le visage pâle. À l'intérieur du sac, le corps d'un homme gisait recroquevillé, fortement contraint dans l'espace étroit. Sa tête était imbibée de sang séché avec une profonde dépression à la tempe, des signes clairs d'un impact d'objet contondant. Mark entra, s'arrêtant net en voyant le visage de la victime, déformé par la décomposition mais toujours indubitable. Julianne Grant. La fille avait raison. Richard s'avança, la main tremblante, tandis qu'il prenait des photos de la scène, luttant contre la nausée. Lisa sortit un petit sac à côté du corps. Une autre preuve, un téléphone cassé. « Envoyez-le à la technologie, récupérez tout », ordonna Mark, les yeux fixés sur le cadavre. Lisa hocha la tête. Le corps était mort depuis au moins 72 heures. Pas de contention. Coup fatal à la tête, compatible avec un coup soudain par derrière. Le sang traînait sur le dos et le col indique qu'il a été attaqué alors qu'il était debout, puis est tombé et a été ensaché. Richard prit des notes. Julianne n'avait jamais eu la chance de se battre. La mort a été rapide, ajouta Lisa. Pas de blessure défensive aux mains. Main gauche toujours serrée. Probablement un dernier réflexe avant de perdre connaissance. Un autre technicien médico-légal, James Morgan, retira silencieusement le reste de la toile de jute. Il frissonna en voyant une montre numérique toujours attachée au poignet du cadavre. L'écran était fissuré, mais les aiguilles étaient figées à 2h42. « Cela pourrait être l'heure du décès, » murmura Lisa. « Cela correspond aux images de Martha quittant la maison avec Anna. » Mark se tourna vers Richard. « Appelle Rose. Dis-lui de préparer le dossier d'accusation. À ce stade, c'est un cas de meurtre clair. Il n'y a plus rien à débattre. » Au centre de détention, Martha Grant était assise sur une étroite couchette métallique, les yeux vides, tandis qu'elle regardait par la petite fenêtre grillagée. Lorsque la porte s'ouvrit, Rose Martin entra tenant un dossier épais. « Vous avez quelque chose à dire ?» demanda Rose sans détour. « Non », répondit Martha d'une voix creuse. « Nous avons creusé le sol de la cuisine. Le corps de Julianne était là. Un sac de tissu sombre. Le sang, le cou, un téléphone cassé. Une montre qui s'est arrêtée au moment où vous avez emmené votre fille. Rien à ajouter. » Martha eut un sourire faible et amer. « Je suppose que vous êtes contente d'avoir eu raison. » Rose se pencha en avant. « Je n'ai pas besoin d'avoir raison. J'ai besoin de la vérité. Et vous devez décider si vous êtes une meurtrière ou une victime. » Martha ne répondit pas. Elle se leva et commença à faire les 100 pas lentement dans sa cellule. Sans se retourner, elle dit « Julian a dit qu'il me quittait. Il a dit qu'il emmènerait Anna. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. » Rose plissa les yeux. « Vous admettez avoir tué votre mari ?» Martha resta silencieuse. « Vous avez tout planifié. Faire semblant d'emmener votre fille comme alibi, acheter des matériaux pour refaire le même sol cette nuit-là. Ce n'était pas de la rage, c'était calculé. Il m'a rendu folle, » murmura Martha. « Je me sentais comme un fantôme. Si je n'avais pas attaqué la première, j'aurais... » La voix de Rose s'éteignit et devint froide. « Vous auriez pu divorcer. Vous auriez pu le dénoncer. Mais au lieu de cela, vous avez choisi le meurtre et l'avez enterré sous le même sol où votre fille joue tous les jours. » Martha serra les poings, sa voix cinglante. « Je ne le regrette pas. Dans la salle d'analyse numérique,
Le technicien Stephen Harris était assis devant l'ordinateur, les yeux fixés sur l'écran. Un petit clip vidéo venait d'être extrait du téléphone endommagé. Seulement 38 secondes, mais c'était une preuve inestimable. Mark et Richard se tenaient derrière lui. L'écran affichait des images nocturnes, apparemment d'une caméra interne placée en hauteur dans le coin de la cuisine. Dans la vidéo, Julian faisait face à Martha, tenant une petite valise. « Martha, je pars. Mon avocat vous contactera demain matin, » dit-il clairement. « Tu ne vas nulle part, » répondit Martha d'une voix basse. « Je ne veux pas qu'Anna voie ça. Ne gâchez pas les choses. » Julian se retourna, et Martha saisit un objet qui semblait être une poêle en fonte et courut vers lui par derrière. La vidéo s'arrêta exactement à ce moment. La voix de Steven trembla. « C'est tout. C'est le seul clip. » Mark serra les poings. « Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Maintenant, nous attendons le procès. » Cette nuit-là, Carol tint Anna dans ses bras. L'enfant s'était endormi après un cauchemar, les cheveux trempés de sueur froide. Carol murmura « Ton père aura sa voix entendue, et tu vivras à nouveau comme un enfant, pas comme témoin d'un crime. » Dehors, la pluie commença à tomber, légère mais froide, et sous les carreaux du sol qui avaient été enlevés, la cuisine était maintenant vide, mais le souvenir de la mort restait imprégné dans chaque carreau, chaque joint de mortier, comme le dernier souffle d'un homme trahi. L'audience préliminaire officielle eut lieu au tribunal régional de l'État de l'Illinois. L'air était si lourd qu'il semblait étouffant. Martha Grant fut amenée, vêtue d'un uniforme gris de prison. Ses cheveux n'étaient plus aussi bien coiffés que le premier jour. Ses yeux contenaient encore une trace de défi, mais révélaient aussi de la fatigue et de la tension. De l'autre côté se trouvait la procureure Rose Martin, le visage toujours aussi acéré et froid. À ses côtés se tenaient le détective Mark Rivers et l'enquêteur Richard Monroe. Sur les bancs du public, Carol, la mère de la victime Julian, était assise calmement, tenant la main de sa petite fille Anna, qui s'était assise sagement à côté d'elle. Rose commença calmement. « Madame Martha, aujourd'hui, nous vous donnons l'occasion de dire toute la vérité à ce sujet. C'est votre dernière chance d'expliquer vos actions. Si les preuves ne sont pas suffisantes pour poursuivre une accusation de meurtre au premier degré. » Martha eut un sourire amer. « La vérité ? Depuis quand ceux qui portent des menottes ont-ils le privilège de raconter leur version de l'histoire ?» Mark répondit froidement. « Depuis le moment où vous avez pris une poêle en fonte et mis fin à la vie de votre mari. Depuis que vous avez transformé votre cuisine en tombe pour l'homme que votre fille appelait papa. » Martha regarda Carol et Anna. Ses yeux clignèrent un instant, mais retrouvèrent rapidement un calme constant. « Julian n'était pas le saint que vous pensez tous qu'il était. » Richard haussa un sourcil. « Expliquez. » Martha se lécha les lèvres, puis commença à parler, chaque mot mesuré et sans émotion. « Quand nous nous sommes mariés, Julian était gentil, mais ensuite il a changé et a commencé à me contrôler, remettant en question chaque message, chaque interaction sociale. J'ai quitté mon emploi à la boutique de cosmétiques parce qu'il a dit que je m'habillais trop provocante. J'ai coupé des amis parce qu'il a dit qu'ils étaient de mauvaises influences. » Mark l'interrompit. « Avez-vous des dossiers médicaux, des preuves d'abus psychologiques ou physiques ?»« Non, » répondit immédiatement Martha, « parce que je n'ai jamais pensé à dénoncer l'homme avec qui j'ai un jour partagé le lit. J'ai pensé que je pouvais supporter ça pour Anna. » Rose leva la main. « Mais selon les notes du thérapeute de Julian, le docteur Fred Sanders, c'est vous qui faisiez preuve d'un comportement contrôlant. Il a écrit « Julian montre des signes de détresse de vivre avec une femme impulsive, manipulatrice et sujette aux crises de dépression. » « Il a fait ça, » dit Martha, les dents serrées. « Alors, que dites-vous de vos messages à votre ancienne meilleure amie, Laura Mitchell ?» Rose lut à voix haute. « Si Julian me quitte, je ferai en sorte qu'il ne quitte plus jamais personne. Il y a un moyen de faire taire quelqu'un pour toujours, si tu restes assez froide. » Martha serra les poings. « Je me défoulais juste. » Mark resta immobile, posant une preuve sur la table. Ce n'était pas seulement un défoulement. Il sortit la poêle en fonte avec du sang séché sur le bord. Le sang correspond à l'ADN de Julian. C'est l'arme du crime. Ce n'est pas un message. Martha baissa la tête, mais ensuite elle leva les yeux, sa voix baissant. « Pourquoi ne mentionnez-vous pas que Julian a demandé le divorce, qu'il essayait de m'enlever la garde d'Anna, qu'il voulait me chasser de la maison que j'ai aidé à construire? Que vouliez-vous que je fasse ?» Richard claqua. « Personne ne vous a forcé à tuer. Il y a des lois. »« Où étaient ces lois quand je pleurais toutes les nuits ?» murmura Martha. « Où étaient-elles quand je les suppliais de ne pas me jeter comme des ordures ?» Rose parla lentement. « Personne ne nie la douleur.
Mais aucune quantité de douleur ne justifie d'enterrer un corps sous le sol de la cuisine. Après la confrontation, l'équipe d'enquête a élargi son champ d'action aux relations personnelles de Martha. Mark a appelé Laura Mitchell, l'ancienne meilleure amie de Martha, pour clarifier les messages menaçants. Laura, une femme mince aux cheveux bouclés et à la voix distante, semblait hésitante au début. « Nous étions proches », a-t-elle dit. Martha avait tendance à exiger de l'attention. Elle devenait rapidement furieuse. « Vous souvenez-vous de quelque chose qu'elle a dit à propos de Julian ?» a demandé Richard. Laura a réfléchi un instant. « Une fois, elle m'a dit, « Je déteste la façon dont il regarde cette fille, comme si elle était à lui seule. Si je perds Anna, il ne me restera plus rien. » J'ai pensé que c'était juste de la jalousie. Rose a demandé, « Pensez-vous que Martha est capable de tuer ?» Laura est restée silencieuse un instant, puis a parlé doucement. « Je ne veux pas le croire, mais quand j'ai appris que Julian avait disparu, je n'ai pas été surprise. J'ai vu ce regard dans ses yeux. Ce n'était pas le regard de quelqu'un de triste, c'était le regard de quelqu'un qui a pris une décision. Cette nuit-là, chez Carole, Anna jouait avec des blocs de construction. Elle a disposé de petites briques en une forme carrée, plaçant une figurine en plastique au milieu. Carole s'est assise calmement, observant sa petite fille. « Que fais-tu, Anna ?»« Je construis un lit pour papa, » a répondu l'enfant, « comme celui que nous avions à la maison. » Carole a frissonné. « Papa n'est plus là, ma chérie. Il est dans un meilleur endroit maintenant. »« Non, il n'y est pas, » a secoué Anna. « Il a encore froid. Je l'ai vu trembler dans mon rêve. » Carole l'a serré fort dans ses bras. « Papa t'aimait beaucoup, mais maintenant il a besoin que tu sois forte. Il sera heureux si tu es en sécurité et aimée. » Anna a regardé sa grand-mère, sa voix douce comme le vent. « Alors maman m'aime ?» Carole a retenu un sanglot. « Ta mère a fait quelque chose de très grave. Mais tu n'as pas tort, Anna. Tu n'es qu'une enfant et tu seras protégée. »